La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour et merci infini d'être au rendez-vous, de nous recevoir. Rencontre et échange, nouveau numéro. Nous allons une fois encore revisiter les faits sociaux pour notre pays, tels qu'ils se sont déroulés ces dernières heures, ces derniers instants, au lendemain de la proclamation des résultats des élections municipales qui sont déroulées dans le pays. Pour en discuter, je reçois pour vous un homme de médias. Il s'appelle Ildefonse Akpaki, qui est le directeur de la Gazette du Togo, un média en ligne. Ildefonse, merci d'être à nos côtés pour échanger sur la vie sociale pour notre pays. C'est pour moi un grand plaisir de mettre encore mes pieds dans vos studios. C'est cela. Pour échanger avec vous. Oui, merci et félicitations à vous pour tout ce que vous faites, toutes ces émissions que vous faites passer en ligne sur votre chaîne, la Gazette du Togo, et tous nos encouragements. Et merci donc d'être à nos côtés, et comme nous le disons. Merci. C'est avec vous qu'on va revisiter les faits marquants de notre pays, le Togo. Ça nous est cher, notre pays bien sûr, et tout le moins que l'on puisse faire, c'est qu'il fasse bien vivre sur la tête de nos aïeux. Alors justement, les résultats des élections sont connus. On connaît les résultats définitifs qui n'ont pas trop changé par rapport aux résultats provisoires donnés par la CENI. Une fois encore, l'UNI sort majoritaire, tout comme en 2019. Est-ce que ça vous a surpris, ce résultat? Vous savez que je dirais à l'entame que si on était dans un état normal, je suis sûr qu'on ne parlera pas d'élection. D'abord, pour quelques observations. C'est-à-dire que ça n'aurait pas lieu ou bien... Ça ne devait pas avoir lieu. Oui. Pour plusieurs raisons. Quelques-unes. La situation que traversait l'État, le pays, pendant cette période, ne permettait pas, si on était vraiment, ou bien on voulait que le pays avance, on ne pouvait pas organiser une quelconque élection durant cette période-là. La deuxième observation... Donc vous êtes de ceux qui pensaient qu'on devait reporter, qu'on devait ne pas le faire, et vu que le mandat de conseiller est arrivé à expiration. Monsieur Wilson, nous sommes habitués de certains gymnastiques, quand bien même cela n'avantage pas. On a vu dans ce pays des députés qui étaient en fin de mandat et qui n'avaient pas la plénitude de leur pouvoir, qui ont modifié, sinon qui ont changé complètement la constitution du pays et qui nous ont permis aujourd'hui d'entrer dans la 5e République. On voit aujourd'hui nos patrons de la HAC qui ont déjà, ça fait bientôt 3 ans ou 3 ans et demi, et constitutionnellement parlant, devaient passer le témoin aux nouveaux, mais qui sont encore là. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'une élection municipale peut avoir comme conséquences négatives sur les affaires de la cité si on voulait bien que les choses aillent pour le mieux? C'est ça. Vous évoquez la raison, c'est la première raison, oui. Alors, la deuxième raison, c'est le taux de participation. Alors, en tant qu'homme des médias, comme vous venez de le souligner, j'ai essayé de sillonner un tout petit peu, au moins Lomé, certains centres Lomé. Et je me suis rendu compte finalement que les gens ne sont pas sortis comme cela se doit pour aller faire valoir leurs droits civiques. Alors, et pour la petite histoire, au lendemain même de cette élection, je me suis rendu chez un candidat, très tôt le matin, vers 6 h, qui était au téléphone. Qui a participé à cette municipale. Qui est candidat, tête de liste, et qui dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que les Togolais veulent? Moi, dans le centre où je suis allé faire valoir mon droit civique. C'est le candidat qui parle. C'est le candidat qui parle. Il dit, le centre était désert et j'étais le seul qui avait voté. Toute la journée? Il était allé dans l'après-midi. Oui. Et il a constaté ça. Quand il a fini au téléphone,
et que lui et moi, on était en train de discuter, il est revenu là-dessus et il a dit, mais je ne sais plus ce que les Togolais veulent maintenant. Et je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous avez posé la question de savoir pourquoi les Togolais ne sont-ils pas sortis? Il dit, il y a les blogueurs qui ont dit, il y a les activistes qui ont dit, et vous avez vu que aujourd'hui, la population togolaise a ses yeux tournés ailleurs, vers, je dirais entre guillemets, un sauveur. Et tout ce qui a débuté peu avant l'organisation de ces élections, tout cela a entraîné le peuple à voir que même si nous allons aux élections, ça ne donnera rien. Vous voulez parler de ces manifestations? On en reparlera tout à l'heure. Oui. Tout à fait. La troisième observation, c'est que quand vous faites le trottoir en tant que journaliste et vous demandez aux Togolais, est-ce que vous êtes allé vous faire inscrire sur la liste électorale? Est-ce que vous irez voter? Ils vous diront non. Pourquoi? Parce que nous votons, nous voulons que ça change, mais ça ne change jamais. Et moi, en tant que journaliste, j'ai essayé de côtoyer un certain nombre de personnalités qui sont passées par la CENI. Je voudrais aujourd'hui nommer Maître Zeus Javon, que je salue d'ailleurs au passage, qui m'a fait comprendre à l'époque qu'il était vice-président de la CENI et que la vérité des urnes n'est pas celle qui est dite après. Alors, vous voyez, tout ça là dans la tête du Togolais qui aujourd'hui cherche la voie, cette voie-là qui peut l'aider à être à l'aise, à vaquer librement à ses occupations, et que ce que lui, il porte dans son cœur, que cela soit. Si tout ça l'a réuni, a fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire, et moi, j'ai eu l'habitude de le dire aussi, toute élection partant de 1998, quand M. Gilchrist était encore candidat, jusque maintenant, quelle que soit l'élection, excepté celle de 1994, où l'opposition, à l'époque, avait formé un bloc de ça. Voilà, sauf celle-là. Toutes les autres qui ont suivi jusqu'aujourd'hui, la vérité des yeux n'est pas dite. C'est ça. Donc vous voulez dire qu'il y a une lassitude qui ne sent pas des Togolais en ce qui concerne la chose électorale? Je crois bien. Mais alors, comment va-t-on faire finalement? Puisque, en réalité, est-ce qu'il peut y avoir un autre trauma? Est-ce qu'on peut faire la démocratie sans, n'est-ce pas, les élections? Parce que j'entends souvent dire, et vous le savez aussi, vous l'entendez aussi, que le problème togolais n'est pas, la solution n'est pas dans les urnes. Oui, mais la solution n'est pas dans les urnes parce que la vérité des urnes n'est pas dite. Ça, c'est la raison principale. Mais nous vivons dans un État, dans une république où la loi fondamentale demande à ce qu'il y ait alternance, qu'il y ait changement, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Il faut se référer à un certain nombre de mécanismes, dont l'organisation des élections. Maintenant, les élections sont organisées dans quelles conditions? Il y a ça aussi, puisque à quelques jours des élections, les partis politiques, incarnés par les leaders politiques, essaient de relever certaines lacunes en amont que la CENI, entre-temps, n'arrive pas à prendre en compte. Ce qui fait que le langage, vous savez, le langage qui est employé lors des rassemblements des militants dans leur, au siège, c'est que est-ce que nous pouvons encore espérer que ce que nous voulons nous soit accordé au terme de l'organisation de ces élections-là? Ce sont entre autres questions qu'on se pose. Mais, contrairement à ceux qui régentent ce pays, le parti au pouvoir, j'ai comme l'impression qu'on a fait un grand pas en arrière. Parce que quand vous jetez un coup d'œil sur la démarche entreprise il y a quelques années, vous devez vous rendre compte que le parti qui gouverne aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des institutions, vous prenez le Parlement, vous prenez le Sénat, même la magistrature suprême. Aujourd'hui,
vous prenez les résultats tels que donnés par la CENI et confirmés, vous allez vous rendre compte que nous vivons dans un système de parti-État. Parce que toutes ces institutions sont incarnées par une seule formation politique. C'est ça. C'est ce qui dérange aujourd'hui. Parce que on nous dit, nous sommes dans un état de droit, on nous dit que nous sommes en démocratie, mais moi, je sais que nous avons opté pour l'à peu près démocratie. Parce que, tel que les choses se passent, en tant que journaliste, je me dis, il y a encore beaucoup à faire. C'est ça. Oui. Rencontre Jean, nouveau numéro, nous parlons des faits de société de ces derniers jours. Ildefonse Akpaki, directeur du journal en ligne à Gaza du Togo, est mon invité. Et alors, au-delà de ce résultat qui confirme la présence, n'est-ce pas, de l'UNIR dans la plupart de nos communes, il y a quelques émergences. On a vu des partis de la société civile, des mouvements d'acteurs citoyens qui ont quand même émergé. Quand je pense par exemple à Toria, Togolais vient agir, du ministre Gomado, et d'autres aussi qui ont quand même émergé du lot. Je voudrais m'attarder sur le cas de M. Gomado. Et je voudrais juste faire une petite ouverture sur un mal que j'ai remarqué en tant que citoyen togolais, africain surtout. Vous savez, la morale a déserté la politique au Togo. Oui, on a souvent dit que les deux ne font pas bon ménage, morale et politique. Oui, mais il faut mettre à la place qu'il faut des gens qu'il faut. Vous savez, je ne suis pas contre M. Gomado, mais je suis contre la manière dont M. Gomado a atteint un niveau donné. Et c'est aujourd'hui l'occasion de dire que lorsque, aujourd'hui, présenté comme un transfuge, les choses n'allaient pas, j'ai eu entendre dire que ce sont les chefs baies qui l'ont demandé en tant que fils de baie de tout faire pour apporter sa pierre à l'édification de la cité. J'aimerais en tant qu'Africain dire à ces chefs traditionnels qui aujourd'hui incarnent les us et coutumes qu'ils savaient très bien que M. Gomado était membre d'une formation politique. Et qu'il était avec les premiers dirigeants à prendre la décision de ne pas accompagner le système. Il était là. Parce que c'est un cadre du parti. Bien sûr. Maintenant que l'envie, et vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Oui. Et il était obligé de dire le parti a ses règles. Je voudrais soit respecter les règles, respecter l'opinion du parti, ou alors, quand je veux respecter vos conseils, je serai obligé de déposer ma démission très calmement, selon les statuts du parti. Et vous ne pouvez pas, en dehors de la décision du parti, décider d'accompagner le système, alors qu'en amont, vous avez pris la décision de ne pas le faire. On l'appelle trahison. J'observe que c'est un citoyen, comme tout autre, comme vous et moi, qui est appelé à prendre part à l'éducation de la cité. Oui, monsieur Wilson. Oui. À Lolamé chez vous. À Lolamé, je crois que quand il y a une loi ou un précepte qui dit ensemble nous avons décidé de ne pas faire ça, si vous le faites, si ce ne sont pas les notables qui vous mettent à côté, peut-être que c'est le chef qui vous dira mettez-le à côté. Ce que je dis dans cette histoire-là, c'est qu'on essaie de revoir la morale en politique. Je ne suis pas d'avis avec vous, je dépose ma démission et je pars. Bon, maintenant, d'accord, vous aurez souhaité qu'il démissionne de l'ANC. Oui, démissionne, puisque les textes le disent. Mais aujourd'hui,
il fait... De toute façon, il n'est plus membre de la CIA, hein, oui, mais il a été démis. Voilà. Alors que lui-même, il pouvait prendre la décision de le dire, faire. je quitte le navire. Maintenant, vous le faites en contradiction avec la démarche du parti et vous vous alliez au parti adverse. Aujourd'hui, vous sortez tout comme eux du lot. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Est-ce que ce que je dis, est-ce que vous le comprenez? Oui, tout à fait. Puisque c'est l'homme libre de sa conscience et de ses mouvements. Est-ce que nous voulons bâtir des patriotes qui respectent leur engagement? Ou bien nous voulons faire des citoyens que nous sommes, des traîtres, entre guillemets? C'est ça. Il défonce. Alors, en tant qu'observateur, vous ne trouvez pas que cette manière aussi de considérer les choses nous retarde le fait de dire qu'on ne peut pas être d'une formation politique et participer à l'action gouvernementale? On a vu dans d'autres pays des opposants qui sont entrés au gouvernement, ont été emprisonnés, qui sont revenus, parce que l'un des systèmes, on ne maîtrisera pas forcément ces rouages. Ce que je dis, je ne le condamne pas. Tout à fait. Mais c'est la démarche. Sûr, puisque, oui. Je ne le condamne pas. Non, c'est la démarche. C'est pas pour ça. Parce que oui, justement, c'est la démarche. C'est comme j'ai un enfant à qui je donne une éducation. Mais je ne peux pas dire à mon enfant, mais tu es membre de cette église. Et je sais que tu es membre de cette église. Maintenant, je te retrouve ailleurs. Je vais te demander. Je crois que quand ça a commencé, on l'a approché pour dire, mais c'est comme si... Non. Moi, ce que je dis, pour un citoyen pétri de la morale, quand vous avez une loi, vous avez des préceptes à respecter parce que vous êtes membre d'une formation, aujourd'hui, je peux dire, moi je vais aller, mais je pars d'ici, je donne ma démission et je pars. C'est ça. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Ça. Mais être dedans, participer et après faire le contraire, c'est comme si vous avez trahi les autres. C'est ça. Alors, il est dans le lot, il est sorti, bon vent. C'est tout ce que moi je dirais. C'est cela. Bon, il est sorti, il a été appelé au gouvernement justement en raison de son expertise, du domaine qu'il maîtrise. Je ne le condamne pas. Voilà. Le Togo a besoin des talents, de la compétence de ses fils et filles. Et pour les faire valoir, il faut les faire valoir normalement. C'est ça. Alors nous allons avancer dans la discussion, Ildefonse, les résultats sont connus. Sûrement qu'actuellement il doit y avoir des rétractions, puisque c'est des élections pluralistes, sur des listes de 23 ou de, je sais pas, 19 ou 15, il y a plusieurs formations politiques, n'est-ce pas? Alors, à quoi faut-il s'attendre? Des conciliations, des alliances comme nature, ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce que vous observez? Non, Togo. Oui. Moi, je suis certaine réalité. Tout peut arriver. Même des surprises. Tout peut arriver. C'est ça. Ouais. Agréable, désagréable, surprise. Les deux peuvent arriver. Voilà. Vous savez, c'est comme, je donne l'exemple de la mairie Golfe 4 que dirige M. Jean-Pierre Favre. Oui. Ce qui m'a un tout petit peu surpris, c'est que il a été choisi comme maire. Et bizarrement, dans l'exercice de de ses prérogatives... Vous parlez de l'ancien mandature, c'est ça? Oui, passé. Oui, oui, c'est par rapport aux conciliations et tout ce qui se... Et quand on s'est rendu compte que c'est lui qui doit prendre la commune Golfe 4, on a amputé le grand marché. Parce que c'est pas lui qui doit être là-bas. Alors, tout ça là peut jouer aussi dans tout ce qui se fait comme conciliabule. Mais ce que je sais, connaissant certaines réalités togolaises, on peut être surpris désagréablement et agréablement. Oui, puisque dans certaines communes, il n'y a pas la majorité de toutes les formations politiques. Oui, mais il doit avoir... Mais il faut trouver un consensus pour dégager le bain. Tout à fait. Oui. Tout peut arriver. Même les adversaires politiques, à un moment donné, peuvent, suivant la situation qui se présente, se faire confiance, se rallier et voir le résultat qu'il faut. Oui, l'essentiel, c'est la participation de la gouvernance décentralisée. Tout à fait. Oui. C'est pourquoi, aujourd'hui, toutes les compétences des deux partis, c'est-à-dire ceux qui se réclament du pouvoir et ceux qui se réclament aussi de l'opposition, voyant la situation qui se présente aujourd'hui, sont obligés
de faire des conciliabus pour arriver à un résultat. La décentralisation à la base, oui, oui. Tout à l'heure, vous parlez des conditions de ceux qui ne sont pas rassemblés pour discuter, mais on a vu des opposants, ou en tout cas des personnalités qui appellent au boycott, au report, mais qui ont quand même mené campagne. Hein. C'est ça aussi le contraste, le paradoxe togolais. Oui, je crois bien que dans leur tête, ils doivent avoir quelque chose que moi je ne maîtrise pas. Puisque je crois que vous faites allusion à l'entrée en campagne de certaines formations politiques, oui. En amont, suivant les blogueurs et les activistes, appeler les gens à ne pas participer aux élections. Ils sont les seuls à savoir ce qui se passe réellement, ce qui les a poussés dans un premier temps à dire ou à s'allier sur ce que nos compatriotes de la diaspora disent et qui savent également pourquoi, chemin faisant, ils ont d'avis. Donc, voilà un peu le contraste togolais. Oui, et tout cela s'est passé sur fond de crise, hein, de tensions. Lomé, le Togo a été un peu agité dans le mois de juin-juillet avec des appels lancés par les activistes via les réseaux sociaux. L'histoire se répète-t-elle chez nous au Togo? L'histoire se répète toujours au Togo. Même si, à un moment donné, on nous a fait comprendre, je cite, plus jamais ça au Togo. C'est bizarre que... Fin de citation. Oui, fin de citation. C'est bizarre que l'histoire se répète. Et quand ça se répète, ça fait mal et chaud au cœur. Parce que les vrais auteurs de ceux qui organisent, que ce soit des troubles ou violences, ne sont pas pour la plupart ceux-là sur qui on met la main. J'ai fait allusion tout à l'heure à cette situation que traversait le pays et qui ne devait pas, normalement pas, donner l'occasion à l'organisation des élections. Oui. On devait opter pour qu'il y ait un apaisement et essayer de voir. Parce que rien n'a pressé les députés en fin de mandat qu'ils changent complètement une constitution. Parce que rien ne presse qu'on attende pour qu'il y ait accalmie dans le pays. C'est ça. Maintenant, il y a accalmie, pourquoi? Ça fait combien d'années que les Togolais ne sont plus dans les rues? Et moi, avec mon équipe, on a essayé de sillonner un tout petit peu le mais c'était difficile de sortir la caméra et même ton portable pour filmer parce que ce n'était pas autorisé. Autant de la campagne, autant des manifestations? Non, autant des manifestations, oui. je parle. Oui. C'était pas autorisé. Et aujourd'hui, ceux qui ont lancé ce mouvement sont pour la plupart des citoyens togolais qui vivent à l'étranger, qui ont été obligés de quitter leur pays parce que, pour certains, leur vie était en danger par rapport à ce qu'ils mènent comme activité. À leur prise de position, oui. À leur prise de position. Et pour d'autres qui se rendent compte finalement que, comme le dit le commun du Togolais, je n'espère plus rien au Togo. Il faut que je parte me chercher ailleurs, à l'étranger. Et quand vous écoutez des jeunes, et ce qui me fait mal, c'est que quand vous prenez la population togolaise, j'ai changé avec un membre du parti au pouvoir la dernière fois, que j'ai utilisé l'adverbe. La population togolaise est majoritairement jeune. Il m'a dit non. Monsieur Akbaki, non. La population togolaise est jeune. Venant de quelqu'un du parti, je me suis rendu compte finalement qu'il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on essaie d'offrir de potable à la jeunesse togolaise? C'est ça. Puisque elle est la seule qui quitte le pays. Or, on dit, c'est la jeunesse qui fait le pays. C'est la jeunesse, la fer de lance du pays. C'est la jeunesse qui construit, qui bâtit. Mais aujourd'hui, bon nombre de nos frères et sœurs qui, normalement, doivent être au pays, servir le pays, sont obligés de partir parce que rien ne marche, selon eux. Et ils sont obligés aujourd'hui, quand vous allez voir que beaucoup qui sont partis
qui sont sortis du pays pour quelque raison que ce soit, quand ils sont à l'étranger, vous allez voir que radicalement, ils sont contre le pouvoir en place. Oui. J'en ai vu plein d'amis qui ne côtoyaient pas la politique, mais que bizarrement, j'ai revu sur les réseaux sociaux prendre position et dire vous êtes restés au pays, vous qui êtes restés au pays, nous vous disons que ça ne va pas. Sortez, faites ceci, faites cela. Donc, vous voyez un peu. Oui, et là, il faut craindre parce que ce qu'on a remarqué, c'est que ces activistes via les réseaux sociaux ont ravi la vedette aux partis politiques d'opposition classiques qui autrefois appelaient à ces manifestations. Vous savez qu'il y a quelques moments, il est difficile aux partis politiques traditionnels de mener un certain nombre d'activités. Deux raisons. La première, c'est que la loi sur la manifestation aujourd'hui est devenue une loi corsée. Elle est tellement corsée que même la dernière fois, on a voulu faire un dépôt de gerbe en mémoire de ceux qui sont tombés. Oui. La manifestation a été interdite. Mais le comble, c'est que, et c'est ce que moi je ne comprends pas au niveau de l'État togolais. Lorsque l'État est régi par des lois, et prenons par exemple la loi sur la manifestation, qui est une ordonnance prise, et que c'est ça qu'on respecte. Moi je vois mal un État qui dispose de tout un mécanisme interdire la marche par un simple communiqué. Un simple communiqué qui interdit une ordonnance. Je ne comprends pas. C'est ça. Il y a ça. Le ministre n'a pas le pouvoir en tant que tel de sortir juste un communiqué pour interdire ou bien abroger une ordonnance. Puisque les organisateurs, pour la plupart du temps, essaient de voir qu'est-ce que la loi dit, qu'est-ce que la loi ne dit pas. Dans certaines situations, les autorités togolaises essaient d'être courtoises. On invite les organisateurs, on leur fait savoir que si, ça, et ça. Mais le comble, c'est que la dernière fois, j'étais un peu sidéré quand la société civile et certains partis politiques qui voulaient manifester, on a brandi la raison des élections, de l'organisation des élections. Et peu après, je ne sais pas si c'est pour tester encore ces autorités-là, les mêmes ont encore demandé à manifester, mais la manifestation a été purement et simplement interdite. Bon, dans ce genre de situation, est-ce que les partis politiques traditionnels ont encore la main? Non. C'est ça. Parce que oui. non. Oui, oui. La deuxième chose, c'est que ces partis politiques se sont donnés à cœur ouvert des guerres qu'il ne fallait pas. Entre eux-mêmes, c'est ça. Entre eux-mêmes, des guerres qu'il ne fallait pas. Moi, j'ai eu l'occasion, et j'ai encore l'occasion de côtoyer un certain nombre parmi eux. Je les écoute. Et ça fait un peu mal que aujourd'hui, ceux qui étaient des amis soient devenus aujourd'hui des adversaires, sinon de pires ennemis qui ne se saluent même pas. Pourquoi? Parce que c'est la politique. Voilà pourquoi je dis également, revenant sur ce que j'appelle la morale en politique, cette morale-là, même si elle est en adéquation avec ce que vous avez dit tout à l'heure, exige que nous soyons ensemble. Si effectivement nous pensons à l'intérêt général, à l'intérêt du peuple, nous sommes obligés de le faire. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation-là. Et pour en finir, je dis que le régime sait très bien, le régime ne veut plus de mouvement. Et là, je m'en tiens, et quand on sera au niveau des manifestations, je m'en tiens de citer un passage de l'un des avocats que le CACIT a donné pouvoir de parler sur le rapport qui a été publié. Et vous allez entendre ce que cet avocat-là a dit. Et vous comprendrez un peu que le système en place, sinon le régime en place, ne voudrait
même plus qu'il y ait des manifestations. Et la raison qu'il évoque, ce sont les menaces terroristes, n'est-ce pas, hein, dans le pays, notamment dans sa partie nord. Et donc, bon, il ne faut pas qu'on s'infiltre, on profite de ces manifestations pour créer justement tout ce qu'on sait. Et comme conséquence, n'est-ce pas, du terrorisme. Non, non, mais excusez-moi, ça je le dis entre guillemets, c'est un prétexte fallacieux, parce que ceux qui manifestent, même ceux qui ont appelé à manifester, soit-ils au bercail ou bien à l'étranger, n'ont pas dit de sortir avec des machettes ni avec des armes à feu. On dit de marcher tout simplement. Oui, il y a eu des appels à destruction, à la casse et autres, hein, on a entendu. Toutes ces vidéos devenues virales, on suivi des appels carrément fabriqués d'un cocktail Molotov et tout. Oui. Vous savez, oui. La première manifestation du 6 juin, 6 juin, oui. Si vous suivez très bien la chronologie des choses, vous devez remarquer que nos frères et sœurs qui étaient sortis, ou bien d'abord qui ont lancé le mouvement, n'ont pas appelé à sortir et à aller casser. Les bandes sont là aujourd'hui. Bien sûr. Alors, la résultante, c'était que les gens sont sortis les mains nues, et face à ces derniers, il y a eu pas mal de brutalité. Les vidéos sont là. Un déploiement de force disproportionné. Voilà. Et suite à cela, ces manifestations qui ont été prévues sur les 26, 27, 28, les organisateurs ont dit, mais puisque nous marchons les mains nues et que nous sommes attaqués violemment, brutalement, alors nous vous disons, si les forces de l'ordre vous violentent, répondez. Et je crois que c'est ce qui a amené tout cela. Parce que si je m'en tiens à ce que le CACIT, une organisation digne de ce nom, qui mène des enquêtes, qui fouille bien, a publié comme rapport, si je m'en tiens à ça, je dirais que c'est suite à tout ce qui est arrivé comme brutalité policière, militaire et autres qui a occasionné ce que vous venez de dire. C'est ça. Et le gouvernement a été très dur, hein. Il a mis des mandats d'arrêt contre les lanceurs de ces mots d'ordre. Certains ont pensé que bon, c'est trop la dette de crédit, on aurait pu faire comme quelqu'un que de vouloir encore donner beaucoup de considération en voulant chercher à les arrêter. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que l'État est libre de poser l'acte qu'il veut. Et j'apprends en sourdine que d'ici là, ces mandats d'arrêt internationaux seront actés dans un certain nombre de pays. Et que... Il y a une première liste de 11 personnes qui ont été nommément citées. Oui, mais ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'on émet les mandats d'arrêt, mais ça ne prend qu'effet que lorsque vous êtes à l'intérieur du pays, c'est-à-dire lorsque vous vivez sur le territoire national. On ne peut pas aller les chercher là où se trouvent, c'est ce qu'ils ont dit. Je ne sais pas comment ça se fait. Ils ont des accords avec ces pays en question. Oui, d'accord. Mais j'ai entendu un certain nombre de blogueurs qui ont dit, bon, nous, on est là, vous savez, les pays dans lesquels nous sommes. Oui. Et que... Pays des droits de l'homme, protégés par les lois. Et si vous voulez nous mettre la main dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous attendons de voir, nous constatons, et au moment opportun, en tant que journaliste, nous dirons ce que nous pouvons. C'est ça. Alors, de passage, il y a eu cette rencontre inattendue entre Jean-Pierre Fabre et l'un des blogueurs, qui a été diversement apprécié, décrié par les uns, aimé par les autres. Qu'est-ce que vous en dites de ce rapprochement? Je crois que tous les deux sont citoyens togolais, d'abord et avant tout. Et je ne suis pas sûr que M. Jean-Pierre Fabre, en rencontrant M. Zagabombo, avait en tête une idée aussi négative. Oui, certains lui ont prêté l'idée de vouloir
arracher, récupérer le mouvement. Oui. Tout le monde pour ses opinions, tout le monde est responsable de ses opinions. Moi, je ne condamne personne. Tout ce que je dis dans cette rencontre, c'est qu'il y a deux fils du pays qui se sont retrouvés pour une cause du pays et ils ont échangé. Je crois qu'après, M. Zagabambo a fait le rapport de la rencontre qu'il a eue avec M. Jean-Pierre Farr. Ses collègues. Et je n'ai pas de commentaire à faire sur cette rencontre, si tant est que ce que les deux sont en train de poursuivre a un but. C'est ça. Et le but, c'est que ça change. Et finalement, ça n'a pas abouti en tant que tel. Oui. Ça ne peut pas aboutir, d'autant plus que tout juste après qu'il soit rentré au pays, les choses ont tourné au vinaigre. Certains ont apprécié la démarche, d'autres non. Mais tout compte fait, on doit être ensemble. Si on veut vraiment que ça change au pays, on doit être ensemble. Les forces qui veulent que ça change doivent se mettre ensemble et voir, parce que c'est comme le dit le proverbe là, à Tileka mon aveu, un seul arbre ne fait pas la forêt. Ouais. Surtout avec ce régime qui a poussé tant de racines, on ne peut pas seul, une seule formation politique ne peut pas arriver à bout de ce régime. D'où l'urgence d'une stratégie commune. Je crois qu'il faut. On en parle souvent, mais dans le fait, ça ne se remarque pas. Puisque tantôt on a l'impression qu'il y a des choses qui se négocient en coulisses pour une synergie d'action, mais tantôt on est déçu, vu le nombre de regroupements politiques qui ont été faits dans ce pays depuis l'année 2005 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a eu, à mon avis, suivant tout ce que je sais, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et il y a eu également beaucoup de parasites, entre guillemets, au sein de la classe politique de l'opposition. Aujourd'hui, le voile tombe. Et ceux qui sont ce qu'ils étaient sans qu'on ne le sache, on les connaît aujourd'hui. Je dis, il y a eu beaucoup de traîtres. Il y a eu beaucoup de saboteurs. Et tout ça là a permis que l'opposition togolaise soit affaiblie. Il y a beaucoup de choses. En plus de leur querelle, la querelle de personnes, querelle de leadership, et tout ce qui entoure tout cela, ça ne donne pas une bonne impression. Mais aujourd'hui, moi, je suis heureux de ce que le voile est tombé et on sait qui est qui aujourd'hui et qui fait quoi. Vous pensez qu'elle peut se relever de toute façon de cette difficulté-là à l'opposition? Si elle essaie de faire preuve de sagesse. Je crois aussi que la sagesse, ça, il le faut. C'est cela. Sinon, avec un renouvellement de ces leaders que nous connaissons depuis les années 90, qui ont fait de bons trucs, on ne peut pas le nier, mais qui en réalité ne sont-ils pas en déphasage, parce que la génération des années 90, c'est pas la même que là aujourd'hui. La grande question est de savoir si on peut passer la main. Est-ce qu'il y a des gens qui ont... Est-ce que les gens sont préparés? Est-ce que les gens sont préparés? Puisque c'est un passage. Là, c'est un passage forcé. Forcé. Parce que si vous ne partez pas de vous-même, peut-être que la nature peut vous faire passer, ou alors peut-être que dame mort peut passer par là. Dans tous les cas, il faut préparer la relève. Est-ce qu'il y a une relève? S'il n'y en a pas, c'est également une erreur de leur part. Parce que il faut penser chaque fois qu'on vit que tôt ou tard, on est appelé à partir. Et si on ne le conçoit pas comme ça, c'est comme si on vit dans le vide. Ils sont obligés de le faire.
Et là, aujourd'hui, avec l'âge de la plupart de ces responsables politiques qui incarnent les formations politiques, ils sont obligés de préparer la relève. Parce que... Et cette jeunesse, vous la trouvez capable, en mesure de prendre cette relève? Parce que là aussi, il faut qu'il y ait des repères. Alors, est-ce que le jeune Togolais a encore des repères capables de le guider, de le façonner dans le sens, n'est-ce pas, de la positivité de la chose politique? Vous savez, cette question me fait sourire parce que quand je jette un coup d'œil aux années antérieures, quand j'étais encore plus jeune, je n'avais pas tout ça à la blanc. Aujourd'hui, nous tous, d'ailleurs. J'ai beaucoup de blancheur, non seulement sur la tête, mais au niveau du menton. Mais quand je jette un coup d'œil dans le passé et que je fais une petite analyse avec la jeunesse d'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Elle était encore beaucoup plus consciente, la jeunesse de 90 jusqu'à 2005. Moi, à mon avis, elle était beaucoup plus consciente et elle savait ce qu'elle voulait. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont vieillissants. Mais avec la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. L'essentiel, ce sont les réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est justement avec les réseaux sociaux qu'on peut bâtir un État? Parce que tout est déverti ces réseaux sociaux. Ouais. Il y a tout. Oui, et c'est à dessein aussi. Mais quelqu'un qui est jeune et qui veut être quelque chose demain, si lui-même, c'est comme on le dit d'habitude chez nous, Africains, si tu nais de ton père, de ta mère, il faut que toi-même tu essaies de te renaître. Si ça ne va pas dans ce sens, c'est grave. Aujourd'hui, je peux me permettre de citer certaines personnes avec qui on a commencé les mouvements, comme Ferdinand Hité, comme Bertin Ansa, aujourd'hui lui il est préfet de Palimé, et beaucoup d'autres encore. Voilà cette classe à laquelle j'ai adhéré, et aujourd'hui, quand j'observe ce qui se passe, je souris un tout petit peu, je me demande s'ils pouvaient faire ce qu'on faisait. C'est ça. Et quand je prends... Et vous avez dit que c'est à dessein, hein? Oui, mais... Qu'on a raté la formation de cette jeunesse, ou bien... Non, c'est à dessein qu'ils sont occupés par les réseaux sociaux. Occupés par les réseaux sociaux et on oublie l'essentiel. C'est vrai qu'on peut apprendre, hein, les réseaux sociaux. Oui, mais c'est l'habitude, c'est la civilisation. Oui. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer. Oui, alors finalement, que faut-il apprendre de ces réseaux sociaux et que faut-il ne pas considérer? Oui, mais quand on est tout le temps focalisé sur les réseaux sociaux, est-ce que tout ce que les réseaux sociaux donnent, tout cela est positif? Tout cela est constructif? Tout cela peut permettre à ce que je sois qui je suis aujourd'hui? Moi, c'est aujourd'hui que je suis le monde avec les réseaux sociaux. Mais je me suis donné une carrure, non pas sur les réseaux sociaux. Il faut ça aussi. Il faut l'auto-éducation. Et l'auto-éducation ne passe pas forcément par les réseaux sociaux. Tout à fait, je suis d'accord. Ceux que j'ai cités aujourd'hui, c'est des gens avec qui on n'était pas avec les réseaux sociaux, mais quand vous entendez aujourd'hui, moi je suis fier de Ferdinand Hité, quand je suis fier de mon ami Bertin Ansa qui est préfet de Palimé. Chaque fois quand je fais un tour à Palimé, je l'appelle et je dis, monsieur le préfet, je suis là. Il occupe un poste de responsabilité. Et bien d'autres encore des gens ont bouloté au ministère des Affaires étrangères et qui sont aujourd'hui à Tchou Gilbert, qui était on l'appelait à l'époque le général Defao, celui de la DMK là. L'actuel, le jeune porte-parole de la DMK. Paul Michel Victor? Non. D'accord, on ne va pas citer tous les noms. Non, c'est, je crois... non, je vais... On va son nom m'échappe. Vous voyez, quand vous prenez toute cette jeunesse, elle a été moulue, non seulement pas par les réseaux sociaux, mais par
une éducation digne de ce nom. Ils se sont donnés. Très bien. Alors, on va la discussion, c'est l'attente, n'est-ce pas, du gouvernement, le tout premier de la Ve République. Et ça fait environ une centaine de, je crois, si mes comptes sont bons, que le gouvernement de la IVe République a démissionné et on a dit que, bon, peut-être après les élections municipales, on aura une nouvelle équipe gouvernementale. Alors, vous, hein, à votre analyste, en tant qu'analyste politique, hein, qu'est-ce qui fait traîner les choses jusqu'à là? Vous savez, quand nous avons entamé cette émission, j'ai dit quelque chose sur Dame Nature. Je reviens là-dessus. Si on entre dans une république et 100 jours après, on attend de nouvelles têtes. Et jusque-là, on ne les a pas. En tant qu'Africains, d'habitude on dit, retournons un peu en arrière et allons voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Je suis de ceux qui ont dit que cette histoire qu'on appelle Ve République était mort-née. Pourquoi? Parce que la démarche n'a pas été celle que la loi fondamentale a demandé qu'on emprunte. Et chaque fois quand vous voulez bâtir ou construire et que vous n'avez pas une fondation solide, ça s'écroule. Je suis encore de ceux qui pensent que on peut encore revoir les choses. Parce que nous sommes dans un état. Revoir les choses, faire marche arrière, rétropédalage? Mais c'est possible, puisque ça ne marche pas. Non. Monsieur Wilson. Les institutions sont là, il reste à les compléter. Oui. Monsieur Wilson, est-ce que vous êtes d'avis avec moi que la manière dont les choses sont passées ont respecté la loi fondamentale de l'État togolais? Oui, ça c'était un long débat qui a lieu, et donc on pensait clos, et donc il faut avancer. Bon, maintenant, nous avançons, mais ça ne donne rien. Pourquoi? Parce que le commencement n'a pas été ce qu'il faut. J'étais sur un plateau la dernière fois avec un confrère journaliste et cette question nous a été posée. Et c'est de lui que j'ai appris que il y a des rencontres, des négociations de couloirs qui se font et que ceux sur qui on comptait ont dit non. Ah bon? C'est ce qui fait que les choses... Non, c'est ce qui a été, c'est ce qu'il a dit. Oui. Moi, je n'ai même pas cherché à savoir. Parce que je me suis dit que tel que les choses ont débuté, ça ne me permet pas d'aller savoir. Moi, je suis aujourd'hui père de famille. Je donnais une éducation à mon enfant ou à mes enfants. Je leur dis, ne faites pas ça. Parce que. Et quand moi-même je me mets à le faire, qu'est-ce qu'ils feront? Le monde est régi par des lois. L'État togolais est régi par des lois. Et pour que tout marche bien, il faut respecter les lois. Mais je suis malheureux que ceux qui sont même garants du respect de ces lois-là sont les premiers à les violer, sont les premiers à donner de mauvais exemples. Tout ce qui a été fait, excusez-moi, moi je viens de Tapamé, je suis un fils de cette colline, c'est ma maman qui vient d'Anéro. Excusez-moi, je ne peux pas admettre que pour ma vie, on me dise, la loi dit de ne pas faire. Si je le fais, c'est à mes risques et périls, si je viole, ou bien. Bon, maintenant, on nous dit que on veut passer d'une république à une autre. Faisons en tant que pédagogue cet exercice. La première république du Togo a été république lorsque la population a été invitée à un référendum le 9 avril 1961 et la constitution a été promulguée le 14 avril 1961. La deuxième république, référendum 5 mai 1963,
Promulgation 11 mai 1963. Troisième République, référendum 30 décembre 1979. Promulgation 9 janvier 1980. La quatrième République, référendum 27 septembre 1992. Et la promulgation le 14 octobre 1992. Est-ce qu'on ne dit pas d'habitude chez nous, Africains, que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle? Quel a été le référendum qui a fait naître la 5e République? Comment est-elle née, la 5e République? Donc, tous les juristes ont expliqué qu'il y a les deux voies, la voie référendaire, tout comme la voie parlementaire. Sauf qu'on ne l'a jamais expérimenté. Et quels ont été ces parlementaires qui avaient la plénitude de leur pouvoir pour faire changer une république, faire passer la république de la 4e à la 5e? Est-ce qu'ils avaient à l'époque leur plénitude de pouvoir? Non. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par quoi? Prenez ce gouvernement démissionnaire. Le secrétaire du gouvernement sort un communiqué qui interpelle les ministres et qui leur dit: attention aux décisions que vous prendrez. Oui. Attention à tout ce que vous voulez engager comme dépenses. Pourquoi ce communiqué est sorti? C'est sorti parce que non seulement ces ministres sont démissionnaires, mais vacants aux affaires courantes. Ils n'ont plus la plénitude de leur pouvoir de prendre des décisions. Pourquoi cette démarche n'a-t-elle pas été entreprise au niveau de ces députés qui étaient en fin de mandat et qui n'avaient plus la plénitude de leur pouvoir? Si, je vois. Si vous manquez le premier pas, ce n'est pas sûr que le deuxième et le troisième soient ce que vous voulez. C'est parce que nous avons fait de la violation perpétuelle des lois, des textes, des clauses qui régissent cet État, qui fait aujourd'hui que c'est la force qui prime surtout. Parce que si on était... Là, vous êtes un peu mystique, là. Donc c'est parce que les choses ne sont pas allées comme ça d'être. C'est pas un blocage juste pour le gouvernement. Non, qu'ils sortent le gouvernement. Et bizarrement, le deuxième exemple que je donnerai, c'est par rapport au maire. Que le ministre a sorti un communiqué pour dire attention à vous aussi. Pourquoi n'a-t-on pas dit aux députés: vous êtes en fin de mandat, attention? Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, la lutte aujourd'hui au Togo, elle est beaucoup plus, je dirais entre guillemets, spirituelle que ce que nous voyons. Parce que ça peut faire sourire certaines personnes. Est-ce que ceux qui ont procédé à ce genre de démarche n'ont-ils pas le pouvoir de sortir du jour au lendemain un gouvernement? Dites-moi, on a pris combien de temps pour changer la Constitution? Une seule nuit. Mais on prend 100 jours et plus pour former un gouvernement. C'est-à-dire que pour passer d'une république à une autre, il faut voir toutes les institutions qui seront touchées. Ceci doit changer. Mais on a pris juste une nuit. Parce que la démarche... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est cela. Très bien. De toute façon, dans votre imagination d'analyste, n'est-ce pas, quelle serait la configuration de ce gouvernement que nous attendons de plus ferme? Nous sommes dans l'espoir d'avoir dans le bref délai. Non, mais moi je peux vous choquer. Ah bon? Parce que moi je n'attends rien de personne. Je suis le mouvement. Je suis le mouvement. Je n'attends rien. Quand je parle de configuration, je pense que ce soit aux entrées, aux sorties. Vous savez, en fonction, n'est-ce pas, de la dernière municipale. Tout compte fait. Ce régime a toutes les manettes d'avoir ce qu'il veut. S'il faut même déboucher, on en a débouché. Monsieur Gomalo est un exemple. S'il faut déboucher, on va encore déboucher. Ce n'est pas nouveau. Depuis 1994, le régime qui régente ce pays a toujours débouché. Les Agouda Moumouni étaient députés de la CPP qui ont été
chippés. Les Docéaneron étaient militants de l'UFC à l'époque. Ils ont été chippés. Eh bien, s'ils veulent le faire, ils le feront. Peut-être qu'ils attendent quelque chose. Moi, je n'attends rien, mais je suis le mouvement. C'est cela. Voilà, cet échange tire à sa fin. Et alors, quelle idée vous avez sur l'avenir de notre pays? Quels sont vos sentiments? Plus de peur que de mal, plus d'inquiétude que d'espoir? Monsieur Ildefonse Baki. Je crois que j'ai répondu à votre appel parce que je ne sais pas pourquoi c'est moi qui suis appelé aujourd'hui. C'est tout hasard, hein? J'ai dit à mon Dieu en partant de la maison Oui. que ce que j'ai sur le cœur, que je le dise. Vous me demandez. Je voudrais interpeller les autorités du pays. Parce que aujourd'hui, par exemple, j'ai oublié cette étape-là. Quand je jette un coup d'œil sur le rapport que le CACIT a fait, et À propos des violences, des manifestations. à propos des violences, et que je suis un avocat qui essaie de décrypter le contenu, je me sens mal à l'aise, très malheureux de voir que ce que nous avons aujourd'hui comme autorité dirigeante, c'est comme si ils se comportent tout comme s'ils ne sont pas togolais. Vous voulez parler du passage du ministre Diouroubi et oui. sa sortie médiatique? Je trouve qu'il faut dire quelque chose à M. Adjorovi. Parce que non seulement il a été ridiculisé par notre consoeur, mais aussi nous étions sur le terrain. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas vu les vidéos, il n'a pas entendu les sons. Je voudrais parler de la langue que parlent ces vidéos. Pour la plupart, on parlait le mina ou l'évé. C'est rien qu'au Togo qu'on ne parle que ces langues-là. Quand on nie les miliciens, alors que les vidéos, nous appelons ces éléments, ces outils de travail, quand vous les analysez et que vous êtes invité sur un plateau pour en discuter, mais même si, moi je le dirais, le mensonge est érigé comme système de gouvernance au Togo, quand on a un âge donné, il faut faire extrêmement attention. Sinon, la nature va te foudroyer un jour. Parce qu'il n'est pas permis de faire preuve de mensonge dans certaines situations. La situation que traverse aujourd'hui le Togo ne permet pas que ces genres de personnalités disent certaines choses. Parce qu'il y a eu mort d'homme. J'ai mal au cœur. Quand je suis parent à la maison, mon enfant sort, va à l'école et ne revient plus. Il ne revient plus. Quand un ami, un membre de ma famille, un proche sort, il n'est même pas militant, il n'est même pas manifestant, il se fait prendre comme ça. On le tabasse, on le violente. Mais c'est malheureux que j'ai faim à la maison. Je sors les mains nues pour dire j'ai faim. On m'interpelle, on me torture. Qu'est-ce que M. Amron a dit de mauvais que les populations togolaises ne vivent pas? Pour qu'il soit au moins, c'est-à-dire, le ministre pouvait faire au moins économie de ce qui est arrivé à ce compatriote togolais, pour dire les choses. Et aujourd'hui, quand vous voyez comment on appelle le CACIT, lorsque un des rapporteurs prend la parole, il dit: je me demande si le ministre lit les rapports de la CNDH, qui est une organisation étatique et qui fait des rapports chaque année et qui dépose probablement à son ministère, au ministère de la Justice. Oui, puisqu'il est en charge des droits de l'homme. Comment un ministre des droits de l'homme peut nous dire que les forces de l'ordre ont agi avec professionnalisme alors qu'il y a eu mort d'homme? Les vidéos qui sont des preuves bien palpables le disent. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? On interpelle l'autorité pour dire à l'autorité que ce n'est pas bon. Vous l'avez dit à l'entame.
est-ce que les faits se répètent? Oui, les faits se répètent au Togo, malgré qu'on nous a bourré les oreilles en nous disant que ça ne se passera plus. Plus jamais ça au Togo. Mais ça se passe encore au Togo, avec les mêmes hommes. J'ai eu la chance, personnelle, de vénérer mémoire, Monseigneur Bariga. Oui. Vous savez ce qu'il m'a dit lorsque je l'ai rencontré pour la première fois? On a fini notre entretien, il vient me raccompagner au balcon, et j'ai fait 2 pas, il me serre la main, je partais. Il m'a rappelé, il me dit, Ildefonse, fais doucement. Au bleu. Ameo ou Namelo, ces gens-là, ces gens-là, c'est ce que j'ai gardé de lui. Plus toutes les rencontres qu'on avait eues. Si ces gens-là parlent de ces gens de choses, qui sont des hommes neutres, je terminerai avec rapidement le message du chancelier de l'archevêché, le révérend Père Séverin Maoulou Logambé. Ce document-là, tout ce qu'il a dit, je voudrais qu'il parle à ma place. Ou bien que les téléspectateurs de RTDS savent. Ils lisent ce document et ils comprendront. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais pour le reste, il faudrait que le ciel nous vienne en aide. C'est ça. Que le ciel vienne en aide, qu'il fasse mieux sur la tête de nos aïeux. Merci à vous, Ildefonse Akwaki, pour ce temps, votre disponibilité à venir échanger avec nous sur ces faits de société chez nous au Togo. Merci à nos téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de rencontre et échange. Il était question de tout d'horizon de l'actualité avec les derniers événements, les résultats des dernières municipales qui ont lieu au Togo. Merci à vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pendant ce temps. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.